Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de la RDC, émission au cours de laquelle nous allons décortiquer deux sujets d'actualité, à savoir la retraite de 3 jours de l'UDPS, une retraite dite de réflexion et d'évaluation sur la première année du parti au pouvoir. Nous parlerons ensuite et en dernier lieu de M. Chadari Ramazani qui fait l'attention toute particulière de la police en ce moment, lui qui avait récemment promis de paralyser le pays. Pour en parler, nous recevons deux invités sur ce plateau, M. Carlo Koussa, analyste politique, et M. Walter Boula, chercheur en philosophie politique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. C'est le dernier jour des vœux. Hein. Ah ok. Mes meilleurs vœux. Hein. On en profite. Voilà, une année d'action comme promise par le chef de l'État. Une année de grandes envergures, que ce soit pour les armées congolaises ainsi que pour nous aussi, hein, dans le travail, dans tout ce que nous faisons. Alors, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, était en retraite d'évaluation et de réflexion au centre Nganda depuis mardi 28 janvier 2020. Pour Jean-Marc Aboun, président du AI du parti, rien ne peut plus rien ne peut plus supplanter les intérêts du peuple. Alors, M. Carlo Koussa, le parti s'est assigné une mission, réussir coûte que coûte. Comment comprendre cela? Oui, réussir coûte que coûte. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, parce que l'émission est en direct. Donc, je dirais par rapport à ce retranchement de l'UDPS qui est parti au centre Nganda depuis 3 jours. Hier, les retombées sont venues par rapport à ce qu'ils ont fait et aux pourparlers qu'ils ont eu à avoir sur place. Ce que je peux retenir de cela, c'est que j'ai d'abord entendu des déclarations dans le sens que le pouvoir, en une année, peut s'estimer une réussite pour eux. Et moi, j'aimerais dire ici, en soutenant ce qu'ils affichent comme impression, en disant qu'on pourrait considérer cela comme une réussite dans le sens où la vision du chef de l'État est en train de se mettre en œuvre petit à petit. Ils ont eu à poser les jalons par rapport à la suite de son pouvoir. Il ne reste que 3 ans, plus ou moins, et on estime qu'en 3 années, on pourra avoir d'autres retombées encore beaucoup plus positives, parce que sinon, on ne peut pas dire que ce qui a déjà été fait jusque-là est suffisant. Le pays est tellement grand, et on estime que donc il y aura encore beaucoup de choses à faire, et le peuple congolais devrait être appelé à se masser derrière le chef de l'État pour le soutenir dans le cadre de l'accomplissement de cette vision-là. Alors, M. Walter Boula, chercheur en philosophie politique, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la réussite du mandat de Félix Tshisekedi? Merci madame. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour présenter les vœux, mes vœux les meilleurs à tous ceux qui ne savent pas que je l'ai déjà fait par plusieurs canaux, mais je le dis quand même. Mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé à tout le monde, à tous mes amis, ainsi qu'à toute ma famille, à tous ceux qui nous suivent en direct sur APIC TV ce matin. Et vous me posez une question par rapport aux obstacles. Les obstacles sont majeurs, mais je pense que tout ça, ça se résume en un seul nom. Le principal obstacle de l'UDPS pour la réussite de l'action du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'appelle le FCC. Il n'y en a pas deux. Oui, je m'explique. Et je l'ai dit ici, ça fait une dizaine de jours sur le même plateau. Et j'avais en face de moi un co-débatteur membre du FCC. J'aurais aimé qu'il soit en face, parce qu'on se serait quand même souvenu de ces bons moments. Vous vous rappelez, vous étiez là. Je pense que, je l'ai déjà dit, le FCC ne joue pas franc jeu par rapport à leur allié du cash. Il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est comme si le FCC s'affichait vraiment comme l'ennemi numéro 1 du cash. J'entends ça et là les appels au calme, les appels à la modération. J'ai suivi dernièrement M. Némi Mouilania, pas plus tard qu'hier soir, ce matin encore sur une radio périphérique captée à Kinshasa. J'ai suivi Justin Bitakwira. Bon, tout le monde appelle au calme, mais je me dis, lorsqu'ils appellent au calme, c'est qu'ils savent qu'il y a eu des choses qui ont fâché de l'autre côté. C'est ainsi qu'ils s'empressent pour appeler au calme. Mais tant que le FCC n'aura pas changé sa manière de faire la politique, tant que le FCC n'aura pas revu sa manière de prendre à cœur les intérêts de la nation congolaise, et tant que le FCC ne va jurer que par la fidélité à leur autorité morale, je pense que rien ne pourra marcher dans ce pays.
Vous avez la même lecture que lui, monsieur Carl? Oui, je n'irai pas dans le même sens que lui en disant, en fustigeant tout de suite le FCC, parce que je pense que dans le FCC, il y a quand même des gens qui sont assez responsables aussi, qui réfléchissent, parce que c'est une entité qui regorge de plusieurs Congolais et qui sont allés au vote et de manière libérale. Mais tout ça, on fait allégeance à une autorité morale. Non, je n'aimerais pas faire tout de suite la lecture dans ce sens-là. J'aimerais rester technique dans mes analyses. Mais ce que je voudrais dire ici par rapport à la gestion commune de l'État en coalition, le FCC et le CACH devraient revoir beaucoup de choses et on est à notre première année, comme le dit si bien mon co-débatteur ici, que le FCC devra revoir beaucoup de choses en son sein. Comme le CACH aussi, il y a eu des erreurs qui ont été commises de part et d'autre. J'estime qu'en coalition, si on veut conduire un pays comme le nôtre, avec cette dimension, avec plusieurs problèmes qu'on a déjà connus avant, le peuple n'a pas besoin de tout cela. Il faudrait, en responsable politiquement, faire des amendements et faire des concessions pour essayer de voir comment arranger tout ça. C'est une situation qui ne peut pas, qui n'est pas la fin du monde, qui peut être jugulée, qui peut être, c'est un problème qui peut être résolu. Mais en une année déjà, avec ce qu'on a vu, est-ce qu'on peut espérer de cette coalition? J'aime être de ceux-là qui continuent à espérer justement. L'espoir fait vivre, comme on dit, et notre pays a besoin de vie. Et si on veut vivre justement dans ce sens, dans cette optique-là, on devrait garder de l'espoir. Jeter l'huile au feu n'arrangera rien dans notre pays, on n'en a pas besoin. Alors, qu'entend Jean-Marc Kaboun, selon vous, M. Walter, par le peuple d'abord s'oppose à la vision d'une république confisquée par un individu? À qui revient cette pique? Bon, vous aurez plutôt demandé à qui ça s'adressait. Ben, oui, justement, à qui revient cette pique? Oui, oui, et au FCC. Au FCC, naturellement, au FCC, parce que je l'ai déjà dit ici. Je crois qu'aujourd'hui, bon, l'individu, vous savez, je n'aime pas trop réfléchir en termes d'individu. Oui. Mais parce que vous m'y poussez, j'y vais quand même. Non, mais c'est ça qu'il a déclaré dans sa... Oui, lorsque Jean-Marc Kaboun dit ça, certainement, il fait référence à l'autorité morale du FCC. C'est l'ancien président Joseph Kabila, qui d'ailleurs, entre lui et le FCC, j'ai comme l'impression qu'il y a une politique d'otages et des ravisseurs, quoi. Donc, comme s'il y avait d'un camp un ravisseur, dans l'autre camp des otages. Oui. Alors je me demande qui prend qui en otage. Je suis en train de réfléchir sur cette question. Ça fait déjà... lui qui est pris en otage par toutes ces personnes-là. Bon, de toute façon, je pense que c'est possible. Et je pense peut-être que M. Joseph Kabila devra faire très attention. Et parce que son style de direction du pays n'a pas été très élogieux pendant les 18 ans qu'il est resté au pouvoir. C'est parce qu'il n'avait pas 15 personnes tout autour. Bon, il a dit. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, il en a déjà trouvé 16, hein, parce que apparemment, il s'accroche à cette histoire du FCC. Donc, j'avais dit que, moi, je pense que l'FCC, effectivement, quand je dis l'FCC, donc je vois les classiques du FCC. Et en commençant par les ténors du PPRD, ils prennent Joseph Kabila en otage. C'est comme s'ils avaient déjà compris que sans le nom de Joseph Kabila, alors ils vont tomber dans les oubliettes. Ils brandissent le nom de Joseph Kabila comme un épouvantail pour peut-être effrayer, qui peut être effrayé ça et là. Mais je crois que c'est une politique qui ne paye pas. Je disais que Joseph Kabila devait faire très attention. Il n'a pas correctement géré ces pays pendant 18 ans. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. J'ai dit ça une fois et je vais quand même le dire aujourd'hui. Je n'ai pas de lui une opinion beaucoup plus élogieuse, hein. Ça se résume en 2 ou 3 phrases. J'ai toujours dit qu'en 18 ans, Joseph Kabila ainsi que son clan politique ont fait plus de mal que de bien. Le mal qu'ils ont fait plutôt, ils l'ont bien fait. Mais le bien qu'ils ont fait, ils l'ont mal fait. Alors, Kabila devait comprendre que l'avènement de notre parti, notamment l'UDPS à la tête du pays, et que cette UDPS se rallie à lui dans une coalition gouvernementale, joue à son propre profit. D'abord, lui en tant qu'individu. Il devait comprendre ça. Malheureusement, il se laisse faire et ce sont les autres qui les prennent en otage. Bon, vous savez, aujourd'hui, si nous faisons les sondages, je pense que Joseph Kabila sera tombé très bas. Ça va tomber très bas dans les sondages. Sur la route, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, M. Carl, sur
à Tchangou lorsqu'il revenait de Kingakati, ça fait longtemps. Il s'en allait. Ça fait longtemps. Oui, mais ça fait plusieurs semaines. Vous n'êtes pas absent que le Congolais retourne facilement sa veste? Non, le Congolais, en principe, ne garde pas à l'image les bienfaits ou ce que quelqu'un n'a pas fait. Le Congolais, ce qu'il veut, c'est demain, ce que son demain sera. Le Congolais oublie très vite. Mais est-ce que le problème majeur ici, s'il faudrait en parler, c'est de revenir toujours en arrière ou de chercher des voies et moyens pour avancer? Mais si nous avons les mêmes personnes, pensez-vous que nous allons aller de l'avant ou bien justement, nous allons parlant faire de ces mêmes personnes, je venais de faire allusion au président de la République, maintenant qui est en place, qui cherche, parce que maintenant, là, nous allons passer par exemple, à la nomination des mandataires d'entreprises publiques. Et la question est sur la table. On attend du président de la République, justement, pour cette deuxième année, d'apporter des changements. On en parle déjà comme d'un partage de gâteau. Le peuple congolais a besoin de voir du palpable dans ce changement-là. Déjà, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises au début de la mandature à cause justement de cette coalition-là. Je l'ai dit ici au début, il y a des choses qu'il faudrait refaire, il y a des choses à redire, il y a des réformes à faire. Ça aussi d'ailleurs été fait mention pendant les travaux de l'UDPS au centre Nganda. Ils reconnaissent qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises au sein de leur parti, au sein de leur coalition au pouvoir, au sein même de leur gestion pendant cette première année. Donc, si le parti au pouvoir reconnaît avoir commis des erreurs et s'amende pour essayer de voir comment faire les concessions et améliorer, on ne peut pas ici, sur un plateau de télévision, continuer de fustiger ce qui a été fait hier. Les gens projettent pour l'avenir, les gens ne reviennent pas en arrière. Donc le Congolais, en général, est parmi ceux qui projettent, ceux qui ne reviennent pas en arrière. Donc Joseph Kabila, en tant que personne physique, n'est pas ici notre problème. Notre problème n'est pas subjectif, notre problème est objectif. Donc on va dans l'objectivité, essayer de voir comment trouver des voies et moyens pour pallier aux problèmes des Congolais et pas revenir en arrière. Alors vous gardez la parole pour répondre à cette question. Que ce soit dans le FCC, que ce soit dans le cash, on a l'impression qu'on passe plus de temps à parler de personnes qu'à parler des réalisations. Pourquoi? Exactement, c'est ce que je viens de dire pour clore ma première thèse. Donc la subjectivité dans notre pays ne nous aide pas. Il faudrait que le Congolais comprenne qu'on devrait, pour avancer, il faut mettre les cartes sur table et rester objectif. Il faudrait des technocrates à la tête des entreprises, des institutions. Il faudrait des gens qui réfléchissent. Il faudrait d'abord aussi cet éveil et l'amour patriotique de tout un chacun. Il ne faudra pas continuer ici à demander, par exemple, à entrer en guerre contre le Rwanda, comme d'aucuns l'ont fait autrefois. On n'en a pas besoin. On a été en guerre pendant les 18 dernières années. Ça n'a rien apporté au pays, ça a créé des dépenses inutiles qu'on pouvait garder pour le bien-être des peuples congolais, pour sauver les gens de Ebola, pour sauver les gens des virus qui agissent ici et là. Donc on n'a pas besoin d'entrer dans des débats inutiles, parce que c'est vraiment inutile et stérile ces débats. Alors est-ce qu'ils en ont la capacité, monsieur Walter, d'élever justement le débat, de ne plus parler de personnes, ne plus commencer à se lancer des pics? Kaboun dit ceci, Chadar il retorque cela, Kabou a dit ceci, de l'autre côté on retorque. Vous pensez que cet esprit de militantisme, je pense, peut un peu les quitter une fois pour qu'ils se mettent vraiment dans cette peau de homme politique et de pouvoir parler plus de quoi, d'événements, de réalisations? Bon, je ne sais pas ce que je peux dire. D'abord, je partage le point de vue de M. Karl. Hein. Merci M. Karl, je partage son point de vue. Et nous avons toujours estimé que parler toujours des individus, ça ramène le débat très bas. Le débat doit être élevé, c'est autour des idées, autour de grands projets par rapport à ce qu'on doit faire dans l'avenir. Mais tout en projetant l'avenir, il est demandé à ceux qui façonnent cet avenir de changer d'attitude s'ils reconnaissent que dans le passé, ils n'ont pas fait correctement les choses. Mais c'est parce que nous retrouvons de la part de nos amis du FCC. Ce sont les mêmes discours. Il y a une phrase qui me vient en tête. Hein. Spinoza disait par exemple que la conscience n'est pas ce qu'elle est. Et la conscience n'est pas ce qu'elle croit être quand elle est placée dans une évidence naïve. Et ici, lorsque je vois comment fonctionne le FCC,
c'est la même manière que la MP a fonctionné. Il n'y a pas de différence. D'abord, ils ne jurent que, je l'ai dit au début, sur l'autorité morale. Lorsque le cas pour le changement dit le peuple d'abord, et ils disent, bon, d'abord dévotion à l'autorité morale, et ça change tout. Apparemment, cette histoire on a l'impression de revenir à l'époque Mobutu. Bien sûr, donc on n'avance pas. Le FCC n'avance pas. Et j'ai comme l'impression que c'est un problème de conscience collective. Vous savez, un individu peut avoir une éducation, il peut avoir une pensée, si noble soit-elle, mais dès qu'il intègre un groupe, ses intérêts doivent être fondus aux intérêts du groupe. Donc, il s'efface au profit du groupe. Alors, quels sont les intérêts de ce groupe-là, FCC? Conserver le pouvoir à tout prix. Pas par des voies démocratiques comme on le sait. Parce que le but de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, de le conserver le plus longtemps possible. Mais tout ça, il faut ajouter au bien-être du peuple. Mais est-ce que c'est qu'ils font? C'est au bien-être du peuple. Je prends un exemple tout à fait simple. Je prends par exemple le cas du secrétaire permanent du PPRD, M. Ramazani Chadari, pour ne pas le citer, qui menace de déstabiliser le pays si quelque chose arrivait à Albert Youma. Mais ça, c'est incompréhensible. Ça, c'est incompréhensible. Donc, on voit vraiment pour qui et pourquoi roulent tous ces groupes. Et si de tels propos peuvent sortir de la bouche du secrétaire permanent qui s'est dit à la tête du plus grand parti dans ces pays, bon, peut-être il regarde au nombre des députés qu'ils ont au sein de l'hémicycle, mais je me dis que bon, je ne sais même pas, je ne veux pas utiliser des épithètes malheureuses, sinon ça risque de faire scandale. Mais on ne comprend plus. Donc, j'ai comme l'impression que la conscience, je vais finir. Oui, la conscience collective du FCC, c'est une conscience essuyée. C'est une conscience. Il n'y a pas d'espoir de ce côté-là. Non, donc, je n'ai pas d'espoir. Je l'ai dit ici une fois. Alors, disons tout de suite que ce mandat est voué à l'échec, alors puisqu'ils sont en coalition. Je pense. Je ne suis pas pessimiste que ça. Mais je vois au regard des signes. Parce que tout à l'heure, là, par exemple, M. Carle vient d'évoquer la nomination des mandataires au sein des entreprises publiques. Comme on a toujours dit, on va prendre les mêmes et recommencer. C'est pour ça que je disais, on en parlait déjà comme un partage de gâteau. Oui, gâteau, jambon. Madame, j'aimerais pas être pessimiste. J'aimerais pas être pessimiste ici en affirmant ce que mon prédécesseur continue d'affirmer. Mais j'aimerais ici, justement, réitérer mon vœu de voir un Congo meilleur. Oui. Et pour ça, en tant qu'élite de ce pays, en tant qu'intellectuel et en tant que Congolais en général, nous avons besoin de prêcher justement ce qui est positif. Nous n'avons pas besoin de revenir sur les personnes, et j'insiste encore, nous n'en avons pas besoin. Le président de la République sait avec qui il travaille, il a accepté d'entrer en coalition avec cette personne, avec ce groupe de gens, et cette coalition a connu ses problèmes, continue de connaître ses problèmes, et je pense que dans un processus, il n'y a pas que du rose, il faudrait accepter ce qui est arrivé, et il faudrait voir comment faire des réaménagements. Le rose peut virer pour au changer, gris. mais aller à dire tout de suite que ce pays est voué à l'échec, ce mandat du président de la République est voué à l'échec, je ne pense pas. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est d'abord un légaliste, c'est quelqu'un qui tient à sa parole. Il est entré en coalition, il veut à tout prix que cette coalition réussisse, et nous savons que parmi ces gens qui sont entrés en coalition avec lui, nous savons qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas le cœur dans cette coalition, mais jusque-là, on a vu des gens aussi de cette même coalition fustiger les erreurs commises au sein de cette coalition. Notamment au sein du FCC aussi. Donc ici, s'il faudrait qu'on revienne sur de la subjectivité, ce ne sera pas, je reviens encore sur cela, ce ne sera pas la solution, la voie de sortie à cette crise. Je constate qu'il y a une crise au sein de ces personnes, et ils devraient se remettre autour d'une table, essayer de revoir comment réajuster. Oui, justement, c'est bien que vous en parlez, parce que je me demandais pourquoi ne pas faire, et je vous pose la question, pourquoi ne pas faire des retraites, pourquoi faire des retraites dispersées, alors que, comme c'est une coalition, pourquoi ne pas faire des retraites communes pour parler de la gestion de la République? Je pense que c'est des gens qui réfléchissent, et l'UDPS a le droit, en tant que parti politique, c'est une entité à part,
de faire aussi certaines mises au point. Le PPRD l'a fait. Oui, le PPRD, ce n'est pas interdit. Oui. La coalition n'interdit pas à chaque parti de se concerter. Mais se mettre ensemble aussi, ce serait bénéfique. C'est ce que je suis en train de vouloir prôner ici, c'est ce que je demande. Justement, je lance un appel ici au FCC et au CACH, dans le cadre de la coalition, de se remettre autour d'une table et de revoir certaines cartes. Parce que c'est vrai qu'il y a des figures au sein des deux partis qui fâchent. Donc il faudrait que le président de la République, à travers sa famille politique, et M. Joseph Kabila, à travers sa famille politique, essaye de voir, parce qu'une concertation entre les deux têtes des deux familles politiques ne marche pas, n'arrive pas à résoudre les problèmes internes entre ces deux partis de coalition. Donc j'estime qu'il faudrait une large représentativité dans un cadre unique où ils pourront peut-être finalement revoir comment éteindre certaines figures fâcheuses et ressortir de nouvelles figures qui pourront faire ça pourra aussi rassurer, une image, exactement une autre image de cette coalition. Parce que la coalition aujourd'hui est très très mal vue à travers le pays à cause justement de ces figures-là dont on ne veut pas faire allusion ici, dont on ne veut pas faire allusion ici. Donc ces deux partis doivent accepter maintenant de puiser parmi leurs bases ceux qui sont capables de conduire ces partis-là et des figures qui fâcheraient moins. Des figures qui fâcheraient moins, en fait, et en refaire une autre coalition, et c'est pas encore tard pour ça. Monsieur Walter, lorsqu'on parle coalition, on voit que deux têtes d'affiche, on voit PPRD, on voit UDPS. Qu'en est-il des autres? Bon, les autres... On a l'impression qu'ils ne sont pas trop impliqués. Les autres... L'UNC n'est pas trop impliqué dans... Les autres, ce sont des satellites, hein, c'est tout à fait normal. Parce qu'autour de l'UDPS, il y a beaucoup d'autres partis qui gravitent, notamment l'UNC. C'est que les amis de l'UNC ne maintiennent pas rigueur, mais on ne peut quand même pas sincèrement comparer les poids politiques de l'UDPS à celui de l'UNC. Et de l'autre côté, là... Il n'y a pas de travaux, des travaux justement de ce côté-là qui sont faits pour pouvoir apporter une pierre. Malheureusement, la retraite de l'UDPS, bon, c'est une bonne chose, je la salue, je l'encourage. Mais c'est un réveil tardif, en fait, mieux vaut tard que jamais. L'UDPS aurait dû peut-être depuis longtemps se retirer pour réfléchir par rapport à la manière dont ils sont en train de gérer le pouvoir. Ils ont peut-être attendu ils ont longtemps attendu. Malheureusement, l'UDPS nous a habitués à des guerres intestines. Hein. Bon, il y a un groupe qui dit ceci, et un autre groupe dit cela, et ça les a distraits pendant toute une année. Aujourd'hui, qu'ils soient revenus au bon sentiment, qu'ils se soient retrouvés, c'est une bonne chose. Mais je constate quand même qu'il y a quelque chose qui cloche au sein de cette coalition CACH aussi, et parce qu'avec l'UNC, apparemment, on ne parlait pas le même langage. Il semblerait même qu'il n'y a jamais eu de cadre de concertation effective entre l'UDPS et l'UNC. Et ça fait quelques semaines, l'UNC a appelé, par exemple, l'UDPS à réfléchir pour que le CACH devienne une plateforme politique. Et c'est l'UDPS qui réserve une fin de non-recevoir. Ça fait grincer les dents du côté des amis de l'UNC. Bon, c'est un peu ça aussi le problème, hein, parce que et du moment que au sein même de la maison, on ne sait pas s'accorder sur certaines choses les plus élémentaires, comment est-ce qu'on peut faire bloc pour aborder les problèmes que le voisin vous pose? Et je pense que sur ce point, monsieur Félix Tshisekedi, en tant que président de l'UDPS, ainsi que monsieur Vital Kamerhe, le patron de l'UNC, devaient d'abord à eux deux se retrouver, discuter. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont dites entre eux, que oui, peut-être la base ne connaît pas? C'est ça un peu le problème, parce que l'UDPS c'est un parti de masse. L'UDPS c'est un parti de masse. Et on a comme l'impression que les informations passent difficilement du sommet à la base. C'est difficile. Peut-être que le sommet a une façon de voir les choses que la base ne partage pas forcément. Et alors, ça crée un peu ce problème de décalage là. Alors, il faudrait maintenant que, au sein de l'UDPS, d'abord, j'allais dire que l'UNC et l'UDPS, à leur sommet, je le disais, que les deux patrons se voient, qui discutent, qui s'accordent, et que ceux dont ils se seront mis d'accord puissent être communiqués sincèrement, fidèlement au reste de la base. Mais quand on connaît la base de l'UDPS, bon, on a un peu des réserves à penser que tout ce qui sera dit au sommet pourra être avalé. Bon, justement, c'est pas la base elle est ce qu'elle est, hein, partout la base. Qu'en pensez-vous de cette idée CACH qui deviendrait une plateforme? Oui, d'abord, il faudrait repartir, il faudrait remonter plus haut en pensant par exemple aux accords de Nairobi.
il y a eu des clauses dans cet accord qui, par exemple, qui voulait soutenir la candidature de M. Félix Tshisekedi pour cette mandature et qu'en 2023, il devrait revenir pour soutenir l'autre parti. Mais à entendre les dires du parti UDPS aujourd'hui, on ne ressent plus ce désir-là de revenir pour soutenir l'autre en 2023. Donc moi je pense alors il y a déjà une crise là. Donc je pense qu'il y a déjà une fissure quelque part qui ne dit pas encore son nom, mais j'estime que 2023 qui vient nous fera connaître d'autres coalitions, d'autres ceci et cela. Je vois par exemple Moïse Katumbi qui pourra se rallier par exemple à Bahati Lukwebo. Pourquoi pas? Je vois par exemple, ça me revient souvent en tête, je vois par exemple Vital Kamerhe, Bahati et Moïse Katumbi faire bloc. Et pour revenir, par exemple pour la partie est du pays et essayer de voir comment il y a une très grande représentativité de ce côté-là, et du côté du Katanga aussi, Moïse qui a une très grande représentativité. Donc c'est des cartes qui pourront revenir d'ici 2023. Mais des cartes qui pourront être en défaveur pour... qui pourront... chacun jouera ses cartes, en tout cas, la politique étant dynamique. Mais dans tout ça, vous ne voyez pas la Mouka coalisée avec... La Mouka, je ne vois plus je ne vois pas l'existence de la Mouka. La Mouka ne survit presque plus. Donc je dirais plutôt que c'est Martin Fayoulou et sa carte Adolphe Muzito qui continue de faire des concerts. Bonne ou mauvaise carte qui continue de faire des concerts ici et là, mais je ne vois rien de la Mouka dans son fond. Il n'y a plus que la forme. Donc il faudrait attendre le moment opportun lorsque l'électorat commencera à bouillonner pour attendre 2023. Chacun se repositionnera et tout ça est la politique. On a tout vu dans ce pays. On a vu des 1+4 qui sont revenus. On a vu des coalitions avec Nkounza Karlibont à l'époque, avec Tshisekedi et tout ça, Kengwadondo. On a vu, donc c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, et on attend, on sait que ça viendra et que ça changera encore beaucoup de choses. Alors rien ne peut supplanter les intérêts du peuple, a déclaré Jean-Marc Abound lors de cette retraite. Pouvez-vous classer les besoins du peuple en partant des plus prioritaires? Ça c'est une question que le peuple attend, qui m'a été posée. Et dans une de ses chansons, Félix Oazé quoi dit, peuple azo sengani. C'est tout à fait ça. Koudia. Oui. Koudia, Kounoa, Kumvata, Banabatanga Pebazo, c'est ça. Donc, d'abord c'est le social. Social. Oui. Ça tombe bien, c'est un parti qui prône le social. Oui, le peuple est au centre. Le parti prône le social, le peuple est au centre. Il y a aussi le fameux dicton, le peuple d'abord qui fait grincer les dents de l'autre côté. Bon, mais je ne veux pas revenir à ce qu'on disait. L'UDPS a beau afficher des ambitions par rapport à la réussite du mandat de leur président qui est devenu chef de l'État, mais il faudra, pour revenir à ce que disait Maître Aimé Karl, il faudra que du côté de leurs alliés du FCC, qu'il y ait changement d'attitude. C'est-à-dire que les amis du FCC doivent comprendre qu'ils sont là non pas pour les intérêts d'un groupe d'individus, comme a sous-entendu je crois le secrétaire général de l'UDPS, mais c'est pour le bien de toute la nation congolaise. Moi, je me sens un peu mal dans ma peau de constater que toutes les actions que semble mener le chef de l'État, qui aillent dans le sens du bien-être social, puissent d'une façon ou d'une autre soit être sévèrement critiquées par les amis du FCC, ou tout simplement être récupérées indirectement. Dernièrement, ça fait 1 ou 2 semaines, j'ai suivi sur une de chaînes de radio périphériques, Kapsa Kinshasa, un aîné à moi, l'ancien ministre de l'EPSP, M. Maker Mwangu, qui réclame tout simplement la paternité de cette histoire de la gratuité on en a déjà parlé ici. Oui. Moi, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, si effectivement ils disent que... C'est tout le monde qui se réclame. Oui. La gratuité a beaucoup de pères. Hein? Oui. Moi, je l'ai dit une fois, j'ai dit que le père de la gratuité, c'est tout simplement la constitution de la République démocratique du Congo. Voilà. Mais à M. Félix Tshisekedi, en tant qu'individu, il faut reconnaître le mérite d'avoir eu le courage d'engager cette histoire, de la mettre en train, de la mettre en œuvre, de la mettre en exercice. J'ai suivi mon aîné Maker Mwangu, qui est resté longtemps, 20 ans, ce qu'ils auraient fait, mais sur terrain, on n'a rien senti. Madame, je suis enseignant de formation et de carrière. Je suis enseignant de formation et de carrière. Je sais
la gratuité à laquelle monsieur d'autres questions a fait allusion. Je sais comment ça a été appliqué dans les écoles. Et pourquoi? D'abord, on a dit à travers toute la République, sauf à Kinshasa, Lubumbashi. Mais à travers tout le pays, les parents continuent à payer. Vous savez, madame, dans ce pays, il y a des gens qui souffrent. Il y a des familles où un parent ne peut pas être capable de prendre 2500 francs congolais pour payer les frais scolaires de son enfant. J'ai eu le privilège de traverser presque tous les Bandundu, par route bien sûr. Je suis parti de Kinshasa, parti de Kwango, Kikwit, passé par les petites contrées, là, Mukedi, Kilembe jusqu'à Luange, et par route jusqu'à Tchikapa. Je suis arrivé dans un village où j'ai vu des écoles. D'abord, quand vous voyez l'aspect de cette école, ça vous fait pleurer. Mais j'ai entendu les gens dire qu'ils auraient construit, c'est pas 8000 écoles, c'est pas 800. J'ai même oublié les chiffres. Alors j'ai dit tout ça. Alors pour revenir à ces communications. Lorsqu'on fait une déclaration, la presse, c'est le moyen sûr pour. Alors bon. Et donc vous voyez que. Vérifier cela et attester. Vous voyez que ce que le peuple demande, c'est un peu ça, les sociales. Il faut que les gens mangent très bien. Vous savez, à Kinshasa, on est habitué à manger une fois par jour. Ça c'est très malheureux. Comment voulez-vous? Pas des fois. Et parfois, comment voulez-vous que les enfants que nous enseignons soient même intelligents en classe? Parce que tous les spécialistes s'accordent à dire que le régime alimentaire, il va avec l'intelligence aussi. Quelqu'un qui est très mal nourri, tout ça. Comment voulez-vous qu'il soit suffisamment sérieux et intelligent en classe? Il faut que les gens reçoivent des soins gratuitement et des soins de qualité. Il faut que tout ça. Mais du moment que tout cela pose problème, alors il faut que ceux qui sont en coalition avec M. Félix Tshisekedi, il faut qu'ils se disent, parmi les gens qui souffrent, il y a aussi leurs cousins, leurs frères, leurs neveux et nièces qui sont là-bas. Ils souffrent en même temps que les cousins et les neveux des autres. Donc ils devront se mettre en tête que d'abord tout ce que nous faisons c'est pour le peuple. Et non pas pour un groupe d'individus particuliers qui vivent comme retranchés des autres, comme s'ils vivaient sur notre planète. Le peuple souffre. Mais nous devons tout faire. Nous, élites, nous devons tout faire, nous battre pour que la misère de ces peuples soit soulagée tant soit peu. Progressivement, on y va. M. Félix Tshisekedi, il a montré beaucoup de signaux positifs. Sur ce point, je l'encourage. Alors, il faudrait que ses partenaires d'en face le vaillent aussi et qu'on l'accompagne dans ce sens. Et s'ils ne l'auront pas accompagné, tout ça n'aura servi à rien. Alors, l'erreur de l'un sera l'erreur de l'autre. Ils sont en coalition. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que les amis du FCC doivent comprendre. Qui portera plus le chapeau, je pense que c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Voilà. Aujourd'hui, quand ça ne marche pas, c'est celui qu'on tape. C'est celui que nous tapons, nous tous. Oui. Alors, en parlant de la gratuité de l'enseignement de l'éducation de base, qui est, on va dire, un peu ce qui met en avant la présidence de Félix Tshisekedi. Alors, dites-moi, pensez-vous qu'elle puisse vraiment marcher, réussir sans une réforme en profondeur? La gratuité, d'abord, c'est un problème qui a été abordé de plusieurs manières. La Constitution, évidemment, la Constitution a préparé ce cadre-là pour essayer de voir comment mettre cela en exergue. Mais il faudrait une préparation technique aussi, on en a parlé au moment opportun. Mais ici, si je devrais revenir sur ce sujet de gratuité, je dirais tout de suite ici que cela ne demande que de la volonté patriotique. Pour que la gratuité réussisse dans ce pays, il faut une volonté patriotique. Il faut que le gouvernement, à travers son ministère, le MPST, s'engage, s'implique dans tous les aspects de l'application de cette gratuité-là. Il ne faudrait pas laisser une partie aux autres et une autre partie. La Constitution dit que c'est l'État qui doit subventionner cette gratuité-là. Donc l'État prend en charge tous les enseignants et toutes les institutions scolaires aujourd'hui, de la première à la 8e année. On a parlé de la 6e année et il y avait un débat sur la 7e et la 8e année. Je crois que le débat n'est pas encore clos, mais il faudrait arriver à faire accepter cette décision du chef de l'État parce que cela va dans le cadre de sa vision en tant que chef de l'État. Comme vient de le dire mon co-débatteur, il aura des comptes à rendre en 2023. Cette gratuité doit réussir absolument parce que cela va du fait que nos enfants sont impliqués dans, évidemment, les enfants, c'est l'avenir de demain. L'érection de ce pays dans l'avenir. Donc nous pensons sincèrement
techniquement parlant, parce qu'il y a des techniciens de l'enseignement qui s'occupent de ce problème de fond en comble. Je crois qu'ils vont aboutir à une solution. Il y a eu des états généraux de l'enseignement qui se sont tenus. Il y a eu des décisions qui ont été prises pendant ces états généraux que nous ne maîtrisons peut-être pas ici parce que nous ne sommes pas dans ce cadre professionnel-là. Mais je crois que dans le cadre de ce ministère de l'EPST, tout a été mis en œuvre pour faire en sorte que cette gratuité réussisse. Et je sais, comme je reste dans le camp de ceux qui sont positifs, je sais que ce mandat du président de la République, à sa fin, pourra faire un bilan positif par rapport à cette gratuité-là, et je crois que ça marchera. Donc, ce n'est pas les moyens qui manqueront pour faire exécuter cette gratuité, mais il faudrait aller dans les fins fonds, les parties les plus reculées de ce pays, pour voir ce qui ne marche pas, étudier avec les autochtones, ceux qui sont sur place, ce qu'il faudrait faire, trouver des solutions ensemble, et finalement, ça pourra aller. Donc, on a parlé récemment des enseignants qui ont été repris en compte, certains, plusieurs ont reçu leur salaire, il n'y a presque pas de plainte aujourd'hui, donc s'il y a plainte, il y a toujours des moyens de faire mieux, il y a toujours un moyen d'améliorer, donc on ne peut pas rester... Vous n'avez pas l'impression que l'Église catholique aussi, quelque part, s'implique de manière négative? L'Église catholique, en son temps, oui, a eu un langage assez négatif par rapport à cette gratuité-là, mais le cardinal est passé monté au créneau pour dire que voilà, il y avait que cette gratuité soit... Parce qu'il y a de temps en temps, il y a dans certaines écoles de la capitale et des écoles catholiques, de temps en temps des grèves. Oui, il y a des grèves. On a entendu dire, par exemple, que je crois qu'à Lubumbashi, il y a des écoles où les élèves viennent, à l'est du pays, où les élèves viennent en classe, mais ils ne sont pas enseignés. Ici, même à Kinshasa, à Kassavo, dans une école que je ne citerai pas, la semaine passée, il y avait grève encore. Mais madame, c'est parmi les problèmes qu'il faudrait résorber, il faudrait résoudre. Nous ne disons pas qu'elle est déjà entièrement respectée. Donc c'est là qu'il faudrait maintenant envoyer sur le terrain une commission et des enquêteurs pour voir sur place ce qui se passe et ramener des rapports acquis de droit au ministère de l'EPST et voir comment pallier à ces problèmes-là. Les problèmes existent, nous en sommes conscients, c'est une décision qui est prise et on est en train de faire en sorte que l'application soit effective. Donc il ne faudrait pas ici tout de suite commencer à faire des conclusions pendant que la décision ne date que de quelques mois. Donc c'est un grand pays, la RDC, et il faudrait aller jusqu'au fond pour que la garantie de cette éducation soit effective. Le président Tshisekedi Félix avait dans le temps beaucoup mis l'accent sur le changement de mentalité. N'avez-vous pas l'impression qu'il en parle de moins en moins? Si, il continue à en parler, il en parle. Et de toute façon, le chef donne sa vision des choses. Lorsque le chef a dit quelque chose une ou deux fois, il appartient à ses principaux collaborateurs, ainsi qu'à nous tous, la grande masse de la République démocratique du Congo, de nous inscrire dans la vision du chef. Voilà que M. Boula parle mon langage maintenant, je suis très content. Merci beaucoup. Il est resté pessimiste depuis le début de l'émission. Je suis vraiment content de vous rejoindre. Et je vois une bonne suite pour l'émission. Non, M. Karl, je ne suis pas pessimiste. Okay. Mais je dis ceci. Il y a une nuance que je dois apporter. Je dis ceci. Les choses pourraient bien marcher. Je dis bien pourraient. Les choses pourraient bien marcher à condition que les alliés de Félix Tshisekedi puissent changer d'attitude. Qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler d'abord pour le bien de la population congolaise. Alors, tant qu'ils n'auront pas changé d'attitude, l'action du chef de l'État risque d'être vouée à l'échec. Ça, ce n'est pas du pessimisme. Moi, je crois que ça, c'est de la clairvoyance. Je comprends cette nuance-là, à quel niveau ça se situe. Vous êtes analyste politique. Indépendant. Ok, bien sûr, vous êtes analyste politique. Vous analysez les faits, les propos, les actes politiques. Vous voyez les causes ainsi que les éventuelles conséquences. Ça s'arrête là. Moi, j'ai fait la même chose que vous. Mais je vais au-delà. Parce que je dois faire une réflexion critique par rapport à tout ça. Et enfin me positionner. C'est là où nous sommes un peu différents. Donc je comprends. Il va de la discipline de chacun. Vous êtes analyste politique, vous vous arrêtez là-bas. Mais moi, je vais dans la philosophie politique. Je dois prendre une position par rapport à tout ce que je vois, par rapport à tout ce que j'entends, par rapport à tout ce que vous faites comme analyse. Mais au fond, nous sommes tout à fait dans la rationalité. Nous sommes tout à fait Il faut rester dans la rationalité. Bien sûr, bien sûr. Merci. Oui, je disais, le changement de mentalité, vous dites oui, il en parle, il en a parlé une fois, mais je ne parle pas de... Non, je dis il en a parlé, et puis, mais de moins en moins, on le sent.
je ne parle pas seulement des grosses têtes qui sont au pouvoir, je parle même dans la population. Est-ce que cette mentalité-là est en train... Est-ce qu'on y travaille pour qu'elle change? Bon, y travailler, je pense que... Et qui devrait le faire, par exemple? Bon, deux questions. D'abord, oui. Qui devait le faire? Je commence par la deuxième question. Qui devait le faire? C'est vous et moi. N'oubliez pas les rôles que vous, médias, vous avez à jouer. Qui devait le faire? C'est lui et moi en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite. Qui devait le faire? C'est nous tous, Congolais. Mais dans un océan de personnes qui commencent à trouver normal tout ce qui se passe dans la vie, par exemple, parlant même de la propriété, qui doit être derrière. Et tout ça, madame, ça commence, c'est situé à plusieurs niveaux. Oui. D'abord au niveau de la famille. Quelles sont les mentalités que nous inculquons à nos enfants par rapport à cette notion de propriété et de salubrité? Et ça commence là-bas. Ensuite, à l'école. Vous savez, je vais vous faire rire. Du moment que battait le plan sur les débats, les Rwandais, balkanisation, tout ça. Je me suis amusé un peu dans un auditoire. J'ai vu un monsieur qui a utilisé son mouchoir en papier. Ensuite, il les jette par terre. Je lui dis, je l'appelle monsieur, vous appelez comme elle donne son nom. Est-ce que tu peux ramasser ce mouchoir qu'un Rwandais a déposé dans votre auditoire? Parce qu'à un certain moment, comme si le Rwandais était devenu l'homme à abattre. Comme si tous les mots des Congolais avec pour seul auteur le Rwanda. Alors j'ai fait réfléchir les messieurs. Alors quand je lui ai dit, c'est un Rwandais, il dit non, moi je ne suis pas Rwandais. Ah, vous êtes Congolais, oui. Ah, donc vous voyez que nous-mêmes Congolais sommes aussi à la base de la plupart de nos malheurs. Arrêtons d'accuser les autres. Donc déjà, au niveau de la famille, il y a un travail que nous devons faire. C'est ça même du travail à la base. Ensuite, au niveau de l'éducation des bases, à l'école primaire, à l'école secondaire, pourquoi pas à l'université? Parce que tout le monde ne se comporte pas de la même manière. Je vais vous raconter une histoire. Je suis à bord d'un taxi, je quitte l'aéroport d'un pays de l'Afrique de l'Ouest pour me diriger au centre-ville. Je voyageais avec une maman, une Congolaise. À l'époque, là, c'était le Zaïre. Bon, on avait tellement traîné tout ça. Bon, et elle a pris sa banane en train d'éplucher. Alors, après avoir mangé, elle a jeté une peau de banane sur la chaussée. Et le chauffeur qui roulait déjà à vive allure a dû freiner, je crois, 50 ou 100 mètres plus loin, faire marche arrière, descendre du taxi, ramasser la peau de banane, la garder avec lui. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé un endroit pour jeter. C'était une très belle leçon. Vous comprenez? Donc, c'est des choses comme ça que nous devons dire. Le chef de l'État a dit, il a donné une vision des choses, maintenant à différents niveaux, en famille, à l'école, pourquoi pas dans nos églises, pourquoi pas dans toutes les structures sociales, les ONG, tout ça. Nous devons parler, prêcher même par l'exemple. Il y a une maman qui me disait pas plus tard que ce matin, on a comme l'impression que depuis que le chef de l'État a lancé cette histoire de King Bopeto, la vie est devenue beaucoup plus sale. Alors je ça, c'est pas faux. Je dis, mais cette maman a quand même raison. Mais quelque part, il y a des gens qui ne font pas correctement leur travail. Mais en fait, pour ne pas être pessimiste, comme M. Karl me l'a dit, je me dis, c'est nous, élites intellectuelles, vous presse, nous parents, nous enseignants, nous pasteurs dans les églises, nous intellectuels, nous devons accompagner la vision du chef de l'État dans ce sens. Monsieur Karl, c'est vraiment pas le sujet, le thème du débat, mais dites-moi, parce que tout à l'heure, comme monsieur, on va aller dans les anecdotes, tout à l'heure, quand je quittais le domicile pour venir ici, j'ai vu sur une avenue, je crois, bon, vous voyez, du côté du Palais de Marbre, tout le long, là, en partant de Météo, en descendant avant le Palais de Marbre, des bouteilles d'eau comme ça qu'on avait apparemment sorties des tranchées pour les mettre sur la route. Et je pense que ça attend que quelqu'un passe pour ramasser cela et amener. Mais je pense que avec la pluie qu'il y a eu, d'autres bouteilles ont eu à retomber dans le caniveau. Alors, dites-moi, quand je dis par exemple que le changement de mentalité, on a toujours eu un goût d'inachevé dans ce pays. Quand on fait quelque chose, on a l'impression qu'on laisse toujours en chantier. Et cela, c'est à plusieurs niveaux. Parlons du goût inachevé, avant que j'aborde le sujet de ma campagne. Je parle par exemple du pont, du saut de mouton à Ozone, plutôt à Pompage. Il doit être inauguré aujourd'hui. Il est inauguré aujourd'hui, apparemment, d'après ce que nous avons appris ce matin. Mais si vous allez à ce saut de mouton, la route en dessous n'a pas été faite. La route en dessous n'a pas été faite. Peut-être qu'on va plus l'inaugurer. Moi, je suis à Mimosa, pas très très loin de là. La route en dessous n'a pas... Et le marché autour du saut de mouton n'a pas été évacué. Le parking, parce qu'il y avait un problème de parking
tous ces taxis et taxibus qui viennent et qui stoppent à ce niveau-là. Il n'y a pas de parking pour ces véhicules-là. Oui. Donc vous sentez... Le taxi du Pen, il faut remonter plus loin pour aller le chercher. Vous sentez que c'est déjà un problème avant même le commencement de l'utilisation de cet ouvrage. C'est déjà un problème. On craint. Et sur le pont, il n'y a pas de séparateur. Ce n'est pas un pont à sens unique, c'est un pont à double sens, je crois de 9 mètres de largeur, qui pourra faire... Je demande à 9 mètres de largeur, est-ce qu'un camion remorque peut passer seul sur ce pont? On va passer avec un autre véhicule à côté? Je ne vois pas. Donc il faudra une régulation au début du saut pour voir si c'est un gros véhicule ou quoi, pour essayer de stopper et voir comment ça va. Je vois déjà un problème dans un autre problème. Alors, pour revenir à ce que vous aviez mentionné tout à l'heure, à Mbinza, parlons de l'opération Bopeto. Le gouverneur et le président de la République sont venus à Bandal pour lancer l'opération. Je me suis posé une seule question, je crois une semaine ou 2 semaines après. Je pensais sincèrement que la semaine qui suivait, la nuit Kasavubu à Bandal serait le miroir de Kinshasa. C'est ce que je croyais. Et ça va dans cette suite logique-là. Vous invitez le président de la République, franchement, pour venir inaugurer, lancer une opération dans un coin spécifique. Et 2 semaines, 1 mois après, un pasteur s'improvise pour mettre des séparateurs sur une avenue qui a été construite des mois auparavant. Et quel séparateur? Et quel séparateur? Ça, c'est déjà inégaux, un fait. Et ça réveille les attentions des gens, et vous venez rapidement avec vos camions pour faire finalement ce séparateur-là. Et courez sur le long de cette avenue Kasavubu. C'est ce que vous dites là, ma campagne. C'est des curages des caniveaux qui sont effectués à longueur des journées, et nous sommes dans une saison pluvieuse, le lendemain il pleut, ça retourne dedans. Donc c'est du travail que vous imposez aux gens, d'abord inutilement, et ça coûte à la ville, et il faudrait disposer des camions pour l'évacuation de ces immondices. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on cure, on ne prend pas directement? Pourquoi c'est partout, même à Victoire, c'est le même cas? Je reviens maintenant en disant ceci, cette opération Bopeto a été conçue à la hâte, pour une raison que eux-mêmes, les concepteurs, connaissent, et cette opération aujourd'hui souffre de son application. Est-ce que lorsqu'ils ont conçu ces projets, ont-ils tenu compte des urbanistes? Ont-ils, dans cette commission de conception de ce projet, ont-ils invité des urbanistes? Ont-ils invité des paysagistes? Ont-ils invité des architectes, des ingénieurs et tout ça, et des salubristes? Ont-ils impliqué tous ces gens, ou c'est juste une commission qui a été montée à l'hôtel de ville de Kinshasa, et il fallait qu'une entreprise soit créée spécifiquement dans le cadre de la salubrité publique à Kinshasa pour faire suivre cette vision. Et est-ce que c'est un même de recyclage de déchets? Il fallait que ce soit créé. Ça devait être fait en amont. On a vu des gens, on a vu des enveloppes qui ont été distribuées à des donations de 10 000 $, et je crains, je suis sûr que ces enveloppes ne viennent plus. On a vu des tricyclettes qui sont venus pour ramasser ces immondices. On se pose une question. Pour une commune, par exemple, comme la commune de Lemba, qui va jusqu'au campus de Kinshasa et Kindel, je ne sais pas exactement, vous leur donnez 2 motobikes pour enlever des immondices dans une commune ils iront jusqu'au campus de Kinshasa. Le campus de Kinshasa, en lui-même d'abord, ne suffira pas pour évacuer. Oui, ça peut même être une commune. Donc je me demande sincèrement, sommes-nous sérieux dans l'application de cette vision du chef de l'État, ou impliquons-nous le chef de l'État dans des choses qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes, ou des choses qui pourront finalement demain lui coûter cher lorsqu'il rendra son bilan. Donc, la question aussi, c'est pourquoi le chef d'État se laisse... Là, j'en appelle. Je reviens maintenant pour conclure, pour te rejoindre là, parce que je chutais justement là-bas. C'est là que j'en appelle à non seulement la vigilance du chef de l'État, là je blâme la communication du chef de l'État. Voilà. Ce service, souvent. Le service de communication du chef de l'État, je vais encore une fois, je vais regarder la caméra. Je ne sais pas. C'est laquelle? Je me dis, je parle là au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, votre service de communication, avant qu'il ne soit tard,
doit soit changer sa façon de voir les choses, soit faire des réformes, ou alors elle doit carrément être limogée. Je suis en train ici de m'adresser directement au chef de l'État, et je sais qu'il a des services qui écoutent, qui suivent ces émissions, des monitoring, et ils vont lui passer l'information. C'est ma deuxième ou ma troisième fois que je suis en train d'insister sur la communication du chef de l'État. Regardez, le chef va à Londres, il fait ses déclarations publiques devant la diaspora. Les Congolais qui sont à Londres, c'est le Congo, parce qu'en fait, ils représentent à travers l'ambassade du Congo à Londres, ils représentent la nation congolaise et ils sont Congolais à part entière. Donc, le chef avait le droit ou le devoir de leur parler s'il le veut. Il peut ne pas le parler s'il ne le veut pas. Le chef a fait une déclaration. On se pose la question. Lorsque le chef fait une déclaration, qui dicte au chef ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire? Parce qu'un chef ne fait pas une parution comme ça par rapport à comme ce qu'on voyait à l'époque du feu maréchal Mobutu. Il s'improvisait des meetings et tout ça, et consort. Et dans ces meetings, si vous vous souvenez, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Donc on ne parle pas en tant que chef de l'État de manière divaguée ou de manière ouverte aux gens, à une communauté, parce que vos dires connaîtront des traitements, connaîtront des critiques, et tout ça. Donc, il faudrait une étude en amont, avant même cette adresse-là du chef de l'État. On se pose, plus ce n'est pas la première fois, c'est une énième fois aujourd'hui qu'on se pose la question par rapport à cette communication-là. Je crois qu'elle est tellement faillible qu'elle est en train de couler le président de la République. Aujourd'hui, si nous avons sur la table le débat, par exemple, sur les dires de Mme Mabunda à l'Assemblée nationale, c'est à cause de ce déficit-là en communication du chef de l'État. Le chef de l'État pouvait dire des choses qui pouvaient éviter certaines erreurs politiques que nous connaissons aujourd'hui. Et Mme Mabunda, il faut le dire aussi, avait loupé son opportunité de se taire, parce que ce n'était pas la circonstance, elle n'avait ni la qualité à vouloir interpréter la Constitution. Elle n'est pas constitutionnaliste. Donc si c'était dans le sens de faire une lecture politique, une lecture de la Constitution ou quoi, on pourrait comprendre. Mais en tant que président de l'Assemblée nationale, pendant des vacances parlementaires, on s'improvise de faire une telle déclaration qui a mis et jeté de l'huile au feu. Je crois que c'était pas très responsable de sa part. Mais je reviens en concluant en disant, Monsieur le Président de la République, nous, Congolais, avons besoin de voir l'avancement dans ce pays et l'implémentation, la matérialisation de votre vision. Pour cela, vous avez besoin de faire des réformes, beaucoup de réformes, en partant par la communication, la présidence de la République, tous ces conseillers, on se pose vraiment la question dans l'opinion, si ils font leur travail ou ils ont été récompensés par rapport à certains... justement, c'est la question à laquelle M. Walter va répondre. Certaines relations en Europe et tout ça. Merci. Vous disiez que je réponde à quelle question? Bah oui, justement, qu'on se pose la question. Quittons un peu l'aspect UDPS, parce qu'ils ont fait leur retraite, c'est bon, mais dites-moi, parce que ça, le problème de communication, ça revient dans tous les débats. Chaque fois que je fais une émission, il n'y a pas un invité qui manque de le dire. Alors, méritocratie, récompense, on se demande même comment. Récompense. Bon, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils ont financé la campagne présidentielle. Ils ont soutenu leurs candidats. D'abord, il faut voir d'où on est parti après les mésaventures de Genève. Bon, la base a dit pas question. Nous, on ne voudrait pas que notre parti serve de marchepied aux opportunistes politiques, comme ils ont dit, et qui doivent accéder aux fonctions de l'État. Donc, nous voulons que Tshisekedi soit notre candidat. D'abord, le Congrès en a décidé ainsi, il ne sera pas autrement. Donc, d'une façon ou d'une autre, Tshisekedi, en tant qu'individu, bien sûr, en tant que président de l'UDPS, était redevable par rapport à sa base. Mais de quelle base parlez-vous? Parce que même à l'UDPS, même sur place ici au Congo, ils se plaignent d'avoir pas été récompensés comme il le faut. Ils doivent se plaindre. Mais on ne pouvait quand même pas prendre tous les militants de l'UDPS et les amener à la présidence comme conseillers ou bien chargés d'affaires, etc. Il y a toujours une élite. Oui. Il y a toujours une élite, comprend. Et l'élite a été plus diaspora que Made in Kinshasa. Bon. RDC. Oui, et vous savez, madame, hein, vous savez, le régime de Félix Tshisekedi a totalisé une année aux affaires. Et je pense que l'heure est venue pour chambarder des choses.
Pas seulement au niveau de la communication. Je ne vais pas revenir sur cet aspect comme vous l'avez souligné. Et vous l'avez dit plusieurs fois. Plusieurs fois sur ces plateaux. On l'a dit plusieurs fois. Et mais je pense qu'à tous les niveaux, il faut que le président ait le courage de commencer par revoir les choses d'abord au sein de son propre cabinet. Pourquoi pas au sein du gouvernement aussi. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après après 5-6 mois aux affaires, prenons le cas du gouvernement, ça fait presque 5 mois déjà. Bon, qu'on remarque une léthargie, ça et là, de la part de certains ministres. Non, il est temps. Il est temps pour que certains ministres partent et que les autres reviennent. Ils n'ont pas reçu de fonds de frais de fonctionnement. Comment voulez-vous qu'ils travaillent? Je ne veux pas revenir sur ce débat parce que là, ça va encore ouvrir beaucoup d'autres brèches. Bon, la boîte à Pandore. Oui. Donc, il est temps. Il est temps que ces gens-là partent. Pas tous, bien sûr, mais ceux qui n'auront pas mérité, il est temps qu'ils soient partis et qu'ils soient remplacés par les gens qui peuvent correctement faire ce travail. Sur le plan de la communication, ce n'est pas seulement au niveau de la présidence, c'est même au niveau du gouvernement. Donc, tout boîte. Ça ne marche pas. Alors, cette communication, que ce soit présidence, que ce soit gouvernement, est tenue par l'UNC. Plusieurs personnes se sont mis d'accord pour dire que c'est fait exprès, justement. Tenu par l'UNC. M. Kassongo Mayamba est de l'UNC, le porte-parole du chef de l'État. Il est de l'UNC? Non, pas lui, mais on va dire, par exemple, au côté gouvernement. Au côté gouvernement, c'est... De l'autre côté? Oui, bon, c'est pas... Peut-être qu'il a été pris comme expert, comme technocrate. M. Kassongo aussi n'est pas le seul. Hein. Bon, il n'est pas le seul, oui. Mais c'est lui le porte-parole. Parce qu'au niveau de la présidence, il faut faire la part des choses. Il y a la presse présidentielle. Et il y a aussi le porte-parole du président de la République. Et la presse présidentielle? Il y a une presse présidentielle. Et c'est là, justement, que se placent tous ces amalgames. Donc, il y a une presse présidentielle qui n'est pas à confondre avec... Par exemple, que fait le service de relations publiques de la présidence, tenu par Mme Bibiche Kabengele? On ne sent pas sur le terrain l'efficacité. Pourquoi? Parce que justement, de ce côté-là, le job description n'a pas été défini. Exactement. Justement, c'est pourquoi nous en appelons. C'est que M. Karl dit, je l'ai dit plusieurs fois ici, je le redis encore, il est temps que les chefs de l'État puissent revoir les choses, déjà à partir de son propre cabinet. Les services de communication, tous les services. À tout à l'heure, là, quand vous parlez de l'inauguration du sol de mouton de pompage, j'étais ému. Comment voulez-vous qu'on déplace tout un président de la République avec tous les honneurs qui sont dus à son rang, pour un travail, pour un ouvrage inachevé pour eux? J'espère que ça ne sera pas fait quand même. Je l'espère aussi. Je l'espère aussi. Ça ne se fasse pas. Et puis j'ai entendu dire que le président n'ira pas, il a délégué. Et même, oui, c'est inachevé, ça reste inachevé. Oui, je vais dire ceci. Vous savez, au niveau de la présidence, il y a eu une année de tâtonnement. On comprend. Ce sont les gens qui n'ont jamais été aux affaires pour la plupart d'entre eux. Mais 12 mois après, ceux qui n'ont pas fait preuve de sérieux, de doigté, ils doivent quand même céder la place à des nouvelles personnes. Vous savez ce qui se passe en Chine? La République populaire de Chine. Il y a un système de gestion qui est fantastique. Tous les 10 ans, on renouvelle toute la classe politique. À partir des chefs de rue, c'était jusqu'au président de la République. Sauf l'actuel qui s'est arrangé à tripoter les textes constitutionnels pour qu'il se mette longtemps au pouvoir. Mais dans les temps, tous les 10 ans, on chamboule. Des chefs de rue jusqu'au chef de l'État. Actuellement, le chef d'État reste, mais tous les autres postes. Toute la classe politique est balayée 10 ans après. Regardez la nôtre. Ce sont les mêmes. Le chef de rue, je me demande le nôtre, c'est lequel même. Et vous savez, plus on reste longtemps à un poste, plus on reste longtemps dans un secteur, on tombe dans les sadismes. Donc on croit que tout ce qu'on fait est toujours bon, on s'est satisfait. Alors on se remet... on garde les mêmes conseils qui vous disent toujours vous êtes bon, vous êtes efficace. On se remet rarement en cause. Et comme nous connaissons la classe politique congolaise, c'est fait des flatteurs pour la plupart. Qui ne peuvent pas dire au chef en les regardant dans les yeux, chef, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'ici les choses n'ont pas été faites correctement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir? Bien sûr, il y a des formules de politesse. Mais si on veut dire, nos chef excellence, oui, donc parfait. Finalement, le pays va dans le gouffre. Alors, il est temps que les choses puissent être revues, que le chef de l'État revoie les choses. Doit-on regretter un Mende à la tête, à la communication du gouvernement, par exemple? Le regretter, oui, par rapport à son travail. Dans une certaine mesure, non. Parce que Mende, en son temps, il était un peu tout à la fois. Il était porte-parole du gouvernement. Mais par moments, il parlait comme porte-parole de la majorité, alors qu'Alé Atoundou les autres étaient là. Je prends un exemple tout à fait banal. Qui a annoncé à toute l'opinion, tant nationale qu'internationale,
que c'était M. Ramazani Chadari qui était désigné comme dauphin du président Kabila. C'était la Mende. Est-ce que ça appartenait au gouvernement de le faire? Ça, c'était une affaire privée qui appartenait à leur famille politique. Ça ne pouvait que passer par exemple, le canal d'aller à Toundou Lyon. Moi, les jours, on a dit, c'est M. Lambert, main de conférence de presse. Voilà les gens qui s'amusent avec le... Parce que cet argent-là, pour c'est la conférence de presse. C'était l'argent du contribuable congolais. Notre argent est le vôtre. Mais on prend ça pour faire la publicité d'un individu. Et ça, c'est ça. Alors, bon, on va revenir dans cette fameuse retraite de réflexion et d'évaluation. Dites-moi, tout à l'heure, M. Walter a dit qu'il faut dire que quand même dans le FCC, nous avons des gens qui sont assez rodés par rapport à ceux qui sont de l'OCAJ. Parce qu'ils ont été longtemps... aux affaires. Oui, le FCC était longtemps aux affaires, mais il faut dire que l'UDPS a été longtemps dans l'opposition sur la rue, militante, oui, et tout ça. Alors dites-moi, vous ne pensez pas qu'il y a deux poids, deux mesures? Non, je ne vois pas qu'il y a deux poids, deux mesures. Non, tout de suite, je dirais que non, parce que, bon, finalement... c'est peut-être la raison pour laquelle les autres ont l'impression... non, justement... Comme dirait l'expression quinoise coller l'esprit. Non, on est à l'opposition justement pour accéder au pouvoir. Et lorsque, pendant qu'on est dans l'opposition, on se prépare au pouvoir, on affûte les armes pour que le jour où on gagne, on soit prêt de gérer le pays. Donc le président de la République, par exemple, était chef de la diplomatie de l'UDPS pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on voit les résultats de sa diplomatie. Il a beaucoup appris. Il s'est créé beaucoup de relations dans ce cadre-là. On ne va pas dire que M. Tshisekedi est le seul dans le parti UDPS qui a bénéficié de la formation du feu du Sphinx limité. Donc il a donné ce qu'il pouvait donner à chacun, et c'est comme dans une classe, il y a des élèves qui sont moins intelligents que d'autres, et par rapport à leur rendement, il y aura toujours une certaine différence. Donc le président est en train de faire preuve d'une certaine connaissance qu'il a acquise de son père, et parmi eux, je suis sûr que s'ils ont la chance, justement ce que je venais de dire par rapport au positionnement politique, s'ils auront la chance peut-être demain d'être placés dans des entreprises publiques ou quoi, ils pourront peut-être faire leurs preuves. Donc pour l'instant, nous avons besoin de ce réajustement-là, de ce chambardement-là, qui pourra prouver que parmi l'élite locale, et même ceux qui sont à l'étranger, nous ne sommes pas ici en train de dire que tous ceux qui sont de cette diaspora sont incapables. Nous ne le disons pas. Mais il faudrait, comme M. Walter l'a dit, il faudrait voir ceux qui n'ont pas été à même de rendre, les mettre à côté et voir comment les remplacer par ceux qui sont locaux et qualifiés à faire le travail. Alors, bon, oui, vous le dites, mais nous avons l'impression un peu que dans l'UDPS, aujourd'hui, on a un peu comme... règne un peu comme un esprit de frustration. Voilà, c'est à vous que je pose la question. Comme je disais tout à l'heure, tous ceux qui ont combattu derrière Tshisekedi le père ne sont plus dans l'UDPS pratiquement, où ils sont toujours, mais... Ils sont tombés un peu dans l'oubli et ce sont plutôt les nouvelles têtes, ceux qu'on a connus vraiment vers la fin de la vie de Papa Tshisekedi, comme Jean-Marc Aboun par exemple, qui sont là aujourd'hui et qui portent le flambeau du parti. Alors, dites-moi, est-ce que quelque part cet esprit de frustration-là, Félix Tshisekedi n'aurait pas aussi pu prendre un peu on va dire, tirer dans la vieille garde. Dans la vieille garde, justement, pour pouvoir un peu savoir comment diriger le pays. Madame, vous savez, la loyauté paye. Lorsque nous regardons l'histoire de l'UDPS, ça ne date pas d'aujourd'hui. Au début des années 90, j'ai entré à l'enseignement supérieur. J'ai vu des choses. D'abord, l'UDPS, c'était... le charismatique feu Dr Etienne Tshisekedi, il y avait le feu Dr Professeur Liaou, il y avait Kibasa Maliba Frédéric, il y avait Mbouankiem, etc. Mais quelques temps après, il y a un vent qui a soufflé, qui a laissé Papa Etienne Tshisekedi seul, avec de nouveaux qui sont venus pour les seconder. Kibasa Maliba est parti, Papa Mbouankiem tombé dans les oubliés, c'est même plus s'il est vivant ou pas, tout ça. Bon, et... personnes. Et monsieur, le professeur Marcel Liaou, il a été roulé dans la farine. Mobutu s'est servi. Bon, Mobutu s'est servi et des messieurs qui étaient aux affaires jusqu'à dernièrement là.
avec une histoire qu'on avait appelée Aliba, alias des Bangala. Alors, M. Mobutu s'est servi de ces messieurs. Bon, je ne voulais pas le citer. Bon, il s'est servi de ces messieurs pour appâter le professeur Marcel Liaou. Et un jour, Marcel Liaou a fait des déclarations pour le moins étonnantes. Il a dit, bon, on a parlé à l'époque d'un lavage de cerveau, hein, comme quoi il aurait reçu une piqûre qu'il aurait... Je doute. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas douter. Parce que du moment que je n'ai pas de preuves évidentes, le premier réflexe est de dire que je doute parce que moi je suis cartésien, de par mes convictions. Donc voyez-vous, alors ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont restés. Lorsqu'Étienne Tshisekedi est resté tout seul, il y a des gens qui l'ont rejoint. Et au fur et à mesure de son parcours, il y a des gens venaient, les Bruno Mavungu, ils partaient, Rémi Massamba, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui partaient. Et récemment, il y a des gens comme Valentin Moubake, co-signateur d'une lettre adressée à Emmanuel Macron dernièrement, là, tout ça. Vous êtes au courant, non? D'accord. Donc, il est parti. Mais pendant qu'il partait, il y a des gens qui sont restés autour d'Étienne. Il y en a aussi qu'on a soudoyé, on ne va pas citer le nom aussi, qui ont rejoint l'autre camp. Bon, bien sûr, oui, on ne va pas citer les noms, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque Tshisekedi devient président de la République, qu'il oublie tous ceux qui sont restés avec lui, qui ont souffert avec, qui se sont battus avec lui, au profit de ceux-là parce qu'ils sont restés longtemps du début. Non, la loyauté paye. La loyauté paye. Il faut rester fidèle du début jusqu'à la fin. À un certain moment, quel qu'il soit, dès qu'on a déraillé, c'est fini, on tombe. Hein. On tombe, on est resté. Alors, la question de savoir pour vous, puisque nous n'allons même pas parler du deuxième sujet, je pense que celui-ci aussi a été le plus édifiant, hein, surtout pour le pays. Alors, le bilan de cette première année que fait Jean-Marc Abound, président AI de l'IDPS, est global, un bilan d'ensemble. Les actions réalisations dans différents secteurs ne sont pas analysées, vraiment de manière spécifique, afin d'y apporter des correctifs. Comment peut-on, de cette manière, vouloir rectifier le tir? Non, mais je crois que les assises de l'UDPS était d'abord destiné pour la consommation interne pour l'UDPS en tant que parti. Donc, il n'avait pas besoin d'entrer dans les détails et publier les détails de ces arrangements pour des raisons de sécurité peut-être. Il y a des stratégies aussi. De stratégie. Donc, je ne vois pas comment ici on pourrait aller chercher plus loin. On a été dans le pays, on a vu ce qui s'est passé. On a des éléments, par exemple, des services appropriés, des services techniques de la ville et du gouvernement à travers les ITPR et consorts. Donc, on peut aller vérifier, voir. Donc, ce qui, nous, aujourd'hui, nous fait croire en un avenir meilleur dans ce pays, parce qu'il faudrait dire que les travaux ont commencé, et les travaux qui ont commencé ne s'arrêteront pas là, mais ce qui doit être plutôt fait, c'est de voir comment rectifier les choses, réarranger les choses et réaménager. Comme le saut de mouton de pompage aussi. Exactement, il faut réaménager, il faut voir quel responsable a été placé où, mais qu'il n'ait pas fait son travail proprement, et voir comment le remplacer par des gens beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus pensifs et technocrates. Donc il ne faudrait pas ici venir faire des discours en disant faire des promesses et tout ça pendant qu'on sait qu'on continue de se faire entourer par certains qui sont incompétents, pour ne pas parler de tous. Donc ici notre vision reste ouverte par rapport aux réalisations promises par le chef de l'État, et je suis sûr qu'avant les 5 années les affaires, les travaux des 100 jours par exemple arriveront à finir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Mais ce que nous regrettons par rapport à la communication encore du chef de l'État, il ne fallait pas d'abord, il ne fallait pas au départ donner cette rubrique là 100 jours, il ne fallait pas. La plus grosse erreur dans cette communication a commencé par cette rubrique. Parce que ça pouvait aller tout le mandat, personne n'aurait demandé de... Et le président de la République, à travers sa communication qui a failli, ça c'était la plus grosse erreur dès le début du mandat, les 100 jours ne devraient pas être mentionnés, on pouvait parler... des travaux d'urgence. Ça pouvait se limiter là, et les gens n'allaient pas tenir compte du délai. Lorsqu'on se fixe des délais, on est obligé de délivrer à temps, et lorsqu'on on demande même le bilan de ces travaux sur la personne, et vous êtes pas pris au sérieux. Donc on peut tout dire que les services techniques n'ont pas été à la hauteur, ou l'OVD ou ceci, s'ils n'ont pas été à la hauteur, ça pouvait se dissoudre facilement si les 100 jours n'ont pas été mis au grand jour. Donc je pense qu'il y a des choses à revoir par rapport à tout ça, et on reste optimiste. Et vous gardez la parole pour votre mot de la fin, qui sera: quel bilan faites-vous de cette première année de la présidence Tshisekedi? Pour moi, en tout cas, le président de la République, d'abord, c'est quelqu'un qui inspire confiance. S'il faudrait parler de son bilan, on voit d'abord la confiance qu'il inspire.
et on voit les mouvements autour de lui. On sent qu'il y a du bouillonnement autour, et on sent que les gens se remettent dans l'ordre. Ils le font parfois de manière assez rusée, mais on sent que chacun veut se remettre dans l'ordre. Donc, pour moi, j'estime, s'il faudrait donner une estimation à ce bilan, je le considère comme étant positif, pour ne pas dire largement, parce qu'il y a encore des années, encore des trucs à faire d'ici 2023. Monsieur Ouattara, positif. Je vais dire largement positif pour 12 mois à la tête de l'État, dans cette configuration que nous connaissons. Ce qu'il a fait, c'est beaucoup. Il faut le féliciter et l'encourager dans ce sens-là. J'espère personnellement que d'ici là, bon, il y a des choses qui seront refaites, il y a des choses qui seront revues, il y a des structures qui seront fondues, refondues, de manière à redonner un nouvel élan, une nouvelle impulsion aux travaux, à l'action du chef de l'État. Et je crois que dans les 4 années qui suivent, nous serons satisfaits pas 100% parce que c'est impossible, mais dans une très large mesure, il y aura des bons résultats. Je suis confiant. Il faudrait d'ailleurs ajouter, madame, qu'à cette année-là, ce bilan d'une année, on parle ici d'un gouvernement, parce que la vision du chef de l'État est exécutée à travers le programme d'un gouvernement, et ici, il faudrait estimer le temps que le gouvernement a pris depuis sa mise en place, c'est pratiquement 4 ou 5 mois. Donc on a eu 7 mois d'attente d'un gouvernement à cause des tiraillements politiques. On ne peut pas mettre ça à la tête d'un système qui a été mis en place seulement il y a quelques temps. Donc ici, il faudrait aussi, en technocrate, tenir compte de toutes ces failles-là. Et bon, finalement, on pourra voir comment réajuster après. Donc je suis sûr et certain que tout ira bien. Vous avez conclu? Ok, merci. Je suis très heureux une fois de plus de retrouver ce plateau d'APIC TV. Une fois de plus, je pense que nous devons être heureux, nous, peuple congolais, d'avoir à la tête quelqu'un comme Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un qui a une vision pour le pays, il a un souci, le peuple d'abord, il sait ce qu'il veut faire pour ce peuple, il veut là où il veut amener le pays, il le sait. Alors nous devons le soutenir, nous devons, et quelles que soient nos divergences politiques, il incarne la nation congolaise. Dépasser le débat des personnes, pas soutenir Félix en tant que personne, mais quand on soutient Félix, on soutient une vision. Quand on soutient Félix, on soutient l'avancement du peuple congolais. Ce n'est pas l'individu Félix Tshisekedi, fils d'Étienne et de Marthe Kassalou, non. C'est Félix Tshisekedi en tant que président, en tant que visionnaire, quelqu'un qui sait où il a trouvé le pays et où est-ce qu'il veut l'amener. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Cette émission est finie. Vous allez la suivre en rediffusion à 15h et à 21h sur nos antennes. Tout à l'heure, vous aurez le journal télévisé. Au revoir. Merci, madame. Merci.